Mon mari est décédé dans un accident de la route, me laissant élever 5 enfants seuls. J'étais épuisé et désespéré, mais je devais continuer pour mes enfants. Puis j'ai hérité d'une vieille maison. Mais au moment où j'ai franchi la porte, je suis devenu pâle. À l'intérieur, il y avait Marissa Collins née un matin gris d'octobre à Knoxville, Tennessee. Mais dès son arrivée, personne ne l'a accueillie avec joie. Sa mère, Sheila Lann, avait à peine 17 ans et était déjà épuisée par les conséquences d'une vie trop rapide. La responsabilité n'avait jamais fait partie de son vocabulaire. La stabilité n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais connu, encore moins offerte. Et le petit nourrisson gigotant placé sur sa poitrine ressemblait moins à un miracle qu'à une erreur. Qu'elle était désespérée d'effacer. Sheila n'a jamais connu le père. Elle n'a jamais essayé. Les mois précédant la naissance de Marissa ont été remplis de fêtes nocturnes. De déménagements d'appartements et d'un défilé de personnes qui entraient et sortaient de sa vie. Sans laisser de nom. Quand le bébé est arrivé, Sheila l'a regardé avec une expression lasse et vide. L'enfant a pleuré, Sheila a soupiré. Les infirmières ont attendu un signe d'instinct maternel qui n'est jamais venu. Pendant les premières années, Marissa a vécu dans un environnement qu'aucun enfant ne devrait jamais se souvenir. Le petit appartement d'East Knoxville était encombré, bruyant et rarement propre. Sheila traitait la maternité comme un fardeau qu'on lui avait fait porter. Elle nourrissait Marissa par obligation, pas par tendresse, la grondait quand elle pleurait. La laissait chez des voisins quand elle voulait disparaître pour la nuit. Des gens entraient et sortaient de l'appartement, apportant avec eux de la fumée. De l'alcool et une sorte de lourdeur qui s'incrustait dans les murs. Il n'a pas fallu longtemps à la propre mère de Sheila, Dorothy Lann, pour intervenir. Dorothy était une femme sévère et pragmatique d'une 60aine d'années. Façonnée par une vie de survie ouvrière et une croyance inébranlable en l'autodiscipline. Quand elle est arrivée un après-midi et a trouvé Marissa assise sur un tapis taché à côté d'une bouteille renversée et d'un écran de télévision vacillant, Dorothy a pris une décision. Non pas par amour, mais par certitude que Sheila perdrait finalement la garde et que l'enfant serait englouti par le système de placement familial. Dorothy a rempli les documents elle-même. En quelques semaines, Marissa vivait dans la petite maison de Dorothy à la périphérie de Knoxville. L'adoption légale s'est déroulée sans résistance. Sheila a signé les documents avec presque aucune émotion. Elle planifiait déjà son prochain déménagement, son prochain petit ami, sa prochaine évasion. Chez Dorothy, Marissa avait au moins de la nourriture, des vêtements propres et la sécurité. Mais l'affection était un luxe que Dorothy n'offrait jamais. Elle nourrissait l'enfant parce que c'était nécessaire, l'avaitait parce que c'était indispensable. Et exigeait l'obéissance parce qu'une fille qui grandit sauvage finit comme sa mère. L'amour n'est jamais entré dans l'équation. Il n'y avait pas d'histoire au coucher, pas de célébration, pas de câlin spontané. Juste des règles, des tâches, des horaires et du silence. À mesure que Marissa grandissait, le fossé émotionnel entre elles s'est creusé. Dorothy pensait que les éloges rendaient les enfants faibles, alors elle les retenait. Elle supposait que le confort entraînait le droit, alors elle n'en offrait aucun. L'enfant a appris très tôt à rester silencieuse, à éviter les erreurs. À garder ses émotions cachées. Quand elle pleurait, Dorothy lui disait de se ressaisir. Quand elle posait des questions sur sa mère, Dorothy hochait la tête et changeait de sujet. Puis, quand Marissa était au collège, la tragédie a de nouveau bouleversé le foyer. Le mari de Dorothy, le grand-père adoptif de Marissa, est décédé subitement d'une crise cardiaque sur le chemin du retour de la quincaillerie. Il avait été la présence la plus douce que Marissa ait connue dans cette maison. Un homme qui lui souriait en passant, même s'il ne disait pas grand-chose. Son absence a rendu la maison plus froide que jamais. Dorothy, vidée par un chagrin qu'elle refusait de montrer, s'est endurcie davantage. Se retirant dans une carapace brutale de routine et de discipline. Marissa a réagi en se rétrécissant encore plus. Elle se levait avant l'aube pour faire les tâches ménagères. Elle a appris à anticiper les humeurs de Dorothy. Elle mangeait silencieusement au coin de la table de la cuisine. Ne prenant jamais plus de nourriture qu'elle ne pensait mériter.
Elle parlait doucement, bougeait avec précaution, vivait prudemment. La maison était sûre mais jamais chaude, prévisible mais jamais réconfortante. Et bien qu'elle ne puisse pas l'exprimer alors, une vérité a façonné toute son enfance. Elle n'avait jamais été désirée. Ni par la mère qui l'avait mise au monde, ni par la grand-mère qui l'avait élevée par devoir. Ni par le monde qui semblait bouger autour d'elle sans remarquer son existence. C'était un début marqué par l'absence. Un espace vide où l'amour aurait dû vivre. Une fondation construite sur la négligence, la perte et une endurance tranquille. Une enfance qui a laissé Marissa croire que la survie était quelque chose qu'elle devait gagner. Et que l'affection était quelque chose qu'elle ne serait jamais autorisée à demander. L'adolescence est arrivée discrètement pour Marissa Collins. Sans les éclats de curiosité ou de rébellion qui marquaient les autres enfants de son âge. Au moment où elle est entrée dans l'adolescence. Elle avait déjà appris les conséquences de trop vouloir. Dans la maison de Dorothy Lane, le désir était un luxe, et la déception une certitude. Alors, Marissa est devenue le genre de fille qui restait discrète dans chaque pièce où elle entrait. Non par timidité, mais par survie. À l'école, elle se fondait dans les couloirs comme une ombre qui refusait de se projeter. Les professeurs la décrivaient comme polie, bien élevée, diligente, mais aussi distante. Inatteignable. Ses camarades de classe se souvenaient rarement de l'avoir vue sourire. Elle faisait ses devoirs, répondait quand on l'appelait, et gardait la tête baissée. Elle n'avait pas d'espace pour être bruyante, pas la permission de s'exprimer. Des années de soins conditionnels avaient gravé le silence dans ses os. Mais même les enfants les plus silencieux ont des endroits où leur esprit vagabonde. Pour Marissa, c'était l'espoir persistant et fragile que sa mère biologique, Sheila, pourrait un jour revenir avec quelque chose ressemblant à de la stabilité. Elle imaginait Sheila arrivant avec des yeux calmes. Un vrai plan, peut-être même les bras grands ouverts. Une mère qui dirait qu'elle était désolée de l'avoir laissée, une mère qui la réclamerait. La réalité ne ressemblait en rien à l'image qu'elle portait dans son imagination. Sheila n'apparaissait que lorsque sa propre vie s'effondrait. Quand un colocataire la mettait dehors, quand son nouveau petit ami disparaissait. Quand le loyer était dû et que les excuses s'épuisaient. Elle se présentait à la porte de Dorothy. Portant le même mélange chaotique de parfums et de fumée de cigarettes. Souriant brillamment comme si rien n'avait jamais été grave. Et entraînant Marissa dans de grandes promesses. Nous trouverons un endroit ensemble bientôt, disait-elle. Je remets ma vie sur les rails. La prochaine fois, je t'emmènerai avec moi. Marissa s'accrochait à ces mots plus qu'elle ne l'admettait, les stockant comme des trésors. Même s'ils se dissolvaient presque immédiatement. Sheila partait toujours aussi vite qu'elle arrivait. Retournant à son mode de vie nomade sans regarder en arrière. Chaque visite rouvrait la blessure que Marissa essayait d'ignorer. Le désir d'une mère qu'elle n'aurait jamais vraiment. Dorothy voyait ces visites pour ce qu'elles étaient, des perturbations. Elle ne faisait aucun effort pour cacher son dédain. Cette femme n'apporte que des problèmes, murmurait-elle alors que Sheila s'éloignait. Ne la laisse pas te remplir la tête de bêtises. Mais les avertissements de Dorothy ne faisaient rien pour apaiser la douleur laissée derrière. Au contraire, ils l'approfondissaient. Marissa a appris à enfermer ses émotions. À ne rien montrer qui puisse être interprété comme un besoin. Quand la 9e année s'est terminée et que ses pairs parlaient avec enthousiasme de postuler à différents lycées, Dorothy a pris la décision sans hésitation. Tu iras au programme professionnel en ville, a dit Dorothy au petit déjeuner. Faisant glisser un dépliant sur la table comme si la question était déjà réglée. C'est pratique. Tu apprendras quelque chose d'utile. Le collège n'est pas réaliste. Elle n'a pas demandé ce que Marissa voulait. Elle n'a pas considéré si la jeune fille avait des rêves, des talents ou des intérêts propres. Pour Dorothy, le chemin le plus sûr était celui qu'elle pouvait contrôler. Marissa n'a pas discuté. La défiance n'avait jamais été une option dans la maison de Dorothy. Des années de règles rigides et d'austérité émotionnelle lui avaient appris que la résistance ne menait qu'à un silence plus dur. Alors, elle a hoché la tête. A plié le dépliant soigneusement et s'est préparée à un avenir choisi par quelqu'un d'autre.
D'autres filles de son âge se plaignaient des couvre-feux, repoussaient les limites, testaient les frontières. Marissa se contentait de traverser ses journées sur des rails posés bien avant qu'elle ne soit assez âgée pour choisir une direction. Son monde était défini par l'obéissance. Une forme de captivité tranquille dont elle ne savait pas comment s'échapper. Pendant ces années, la texture émotionnelle de sa vie s'est durcie. Elle est devenue une fille qui s'excusait quand elle n'avait rien fait de mal. Qui tressaillait aux voix élevées même quand elle ne lui était pas destinée. Qui s'écartait instinctivement pour faire de la place aux autres. Une fille qui croyait que vouloir des choses, l'amour, la liberté, les opportunités, était égoïste. Son adolescence n'a pas été marquée par la rébellion, mais par la résignation. Non par l'exploration, mais par la retraite, non par des choix, mais par leur absence. Et à travers tout cela, Marissa portait la conviction tranquille que sa vie appartenait à tout le monde sauf à elle-même. Marissa est entrée au collège communautaire sans attente. Le traitant de la même manière qu'elle abordait chaque autre étape de sa vie, tranquillement. Avec prudence, sans se permettre d'espérer plus que la survie. Elle a étudié l'administration de bureau, un choix pratique que Dorothy a approuvé. Et est restée discrète pendant les cours, entrant et sortant des amphithéâtres comme une ombre. Elle avait passé la majeure partie de sa vie inaperçue. L'invisibilité lui semblait familière. Mais au cours de son deuxième semestre, quelqu'un l'a remarqué. Son nom était Ethan Collins. Un jeune homme aux yeux chaleureux et à la voix douce qui tenait les portes pour ses camarades de classe, se souvenait des noms des gens et souriait avec un intérêt sincère plutôt que par politesse. Il s'est assis à côté de Marissa un après-midi dans un laboratoire informatique. La saluant comme s'ils étaient amis depuis des années. « Tu es aussi dans mon cours du jeudi, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Se penchant légèrement vers elle. Marissa a hoché la tête, surprise qu'il l'ait même reconnue. « Je crois. » La plupart des gens auraient mis fin à la conversation là. Mais Ethan n'était pas comme la plupart des gens. Il a continué à parler avec une confiance facile, lui posant des questions sur sa majeure. Ses intérêts, ses projets. Marissa a répondu doucement. Consciente de la sensation étrange d'être le centre de l'attention de quelqu'un. Elle a attendu le moment où il perdrait son intérêt, car les gens le faisaient toujours. Mais Ethan ne l'a pas fait. Il a continué à apparaître. Il s'asseyait avec elle avant le cours, la raccompagnait à l'arrêt de bus. Lui demandait si elle avait déjeuné. Lui racontait des histoires amusantes sur son travail à temps partiel dans un magasin de pneus. Et chaque fois qu'elle lui donnait des réponses courtes et prudentes, il répondait avec patience au lieu de frustration. C'était comme s'il pouvait sentir à quel point sa confiance était fragile. Et il s'approchait avec la douceur de quelqu'un qui manipule quelque chose de précieux. Marissa luttait pour comprendre pourquoi il se souciait d'elle. Personne ne l'avait jamais choisi auparavant, pas parce qu'il le devait. Pas parce que la responsabilité l'exigeait, mais parce qu'il voulait sincèrement la connaître. Sa gentillesse la déconcertait, fissurant la carapace protectrice qu'elle avait passé des années à construire. Pourtant, Ethan a persisté, non pas de manière forcée, mais avec une constance tranquille qui a lentement, régulièrement érodé ses défenses. Leur premier rendez-vous n'était pas planifié. Un après-midi, lorsque le Wi-Fi du campus est tombé en panne et que le cours a été annulé. Ethan l'a invité dans un restaurant voisin. Autour de hamburgers et de milkshakes, Marissa a ri, vraiment ri. Pour la première fois dont elle se souvenait. Ethan l'a regardé avec une douce fierté, comme s'il assistait à un lever de soleil. Leur relation a grandi comme le printemps après un hiver rigoureux, timidement au début. Puis tout d'un coup, Marissa s'est retrouvée à attendre ses messages. Ethan a appris comment elle aimait son café. Ils ont marché sur le campus pendant des heures, parlant de rêves que Marissa n'avait jamais exprimés à voix haute. À la fin de leur deuxième année, Ethan l'a demandé en mariage sur un banc de parc surplombant la rivière Tennessee. Ce n'était pas dramatique ni flashy, juste sincère, sa voix calme, ses yeux pleins d'espoir. Une simple bague en argent à la main. Marissa a dit oui en larmes. Elle ne pouvait pas se retenir,
submergés par la sensation inconnue d'être aimés. Leur mariage était modeste, presque assez discret pour passer inaperçu, et Marissa préférait cela. Pas de célébration, pas de foule, juste des formalités administratives, des vœux échangés. Et le sentiment d'entrer dans une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ils se sont installés dans un petit appartement à Knoxville, construisant une maison avec des meubles d'occasion et une joie nouvelle. Ethan a pris un emploi de camionneur longue distance, voulant gagner suffisamment pour leur donner la stabilité que Marissa n'avait jamais connue. Son emploi du temps était exigeant, mais il rentrait toujours à la maison avec un baiser. Une histoire et une dévotion inébranlables qui remplissaient le petit appartement de chaleur. Puis vint Sarah, leur première fille, dont l'arrivée fut comme un rayon de soleil traversant des années de grisaille. Marissa a tenu son nouveau-né contre sa poitrine et a pleuré. Non pas de peur ou d'épuisement, mais d'un bonheur si inhabituel qu'il l'a presque effrayée. Elle a finalement compris ce que signifiait appartenir. 2 autres filles ont suivi. Maddie, pleine d'entrain et curieuse, et Chloé, douce et aux yeux écarquillés. Leur maison est devenue animée, désordonnée, joyeuse. Les conversations au dîner étaient remplies de rires. L'heure du coucher signifiait des livres d'histoire et des câlins endormis. Pour la première fois de sa vie, Marissa vivait dans un monde façonné par l'amour au lieu de la survie. Le passage de l'obscurité à la chaleur était subtil mais profond. Pour quelqu'un qui avait grandi dans un gel émotionnel, cette nouvelle vie ressemblait au printemps. Fragile, à couper le souffle et presque trop belle pour être réelle. Les jumeaux sont arrivés un matin de printemps pluvieux après une grossesse difficile qui a laissé Marissa épuisée, mais pleine d'espoir. Quand les infirmières ont placé les garçons dans ses bras, elle a ressenti le même sentiment de respect qu'elle avait éprouvé avec ses filles. Multiplié cette fois, doublé en poids et en émerveillement. Elle les a nommés Noah et Ellie. 2 petits frères blottis contre sa poitrine, chauds et fragiles. Leur cœur battant doucement sous ses doigts. Pendant quelques jours, tout a semblé parfait. La maison était chaotique avec 3 petites filles qui couraient partout et 2 nouveau-nés qui exigeaient des soins constants, mais c'était un chaos joyeux. Ethan rayonnait chaque fois qu'il tenait les garçons, planifiant déjà des aventures dans le jardin et des traditions familiales. Marissa l'a regardé et a senti son cœur s'étirer d'une manière qu'elle ne savait pas possible. Mais en quelques semaines, le calme a commencé à se fissurer. Ellie ne se nourrissait pas bien. Il se fatiguait rapidement, respirant trop vite, trop fort. Marissa a senti que quelque chose n'allait pas, bien avant que les médecins ne le confirment. Bien avant que quiconque ne prononce les mots qui ébranleraient les fondations de leur vie. Une malformation cardiaque congénitale grave, complexe, dangereuse. Nécessitant une chirurgie spécialisée disponible uniquement dans les grands centres médicaux comme Nashville ou même plus loin. Le cardiologue pédiatrique a expliqué la condition sur un ton clinique calme. Mais Marissa n'a entendu que des fragments, risque élevé, intervention immédiate. Très coûteux. La survie dépend de la chirurgie. Elle a serré Ellie plus fort, tremblante. Le petit garçon dormait dans ses bras, inconscient de la bataille qui l'attendait dans sa poitrine. Noah a pleuré dans la poussette à côté d'elle. Sarah a tiré sur sa manche, demandant quand il pourrait rentrer à la maison. Maddie et Chloé ont pressé leur visage contre l'aquarium dans la salle d'attente. Marissa a senti le monde basculer. Ethan a passé un bras autour de ses épaules, les stabilisant tous les 2. Nous allons trouver une solution, a-t-il chuchoté. Je prendrai des trajets supplémentaires. Nous économiserons chaque dollar. Je te promets que nous lui ferons la chirurgie. Sa certitude la maintenait en vie. Ethan avait toujours été l'imbrambable, l'ancre stable dans chaque tempête. Elle devait le croire. Elle devait croire que le travail acharné et la détermination suffisaient à surmonter quelque chose d'aussi terrifiant. Mais les estimations des coûts étaient stupéfiantes. Même avec la couverture Medicaid pour enfants du Tennessee, les dépenses personnelles, les voyages, l'hébergement pendant les séjours à l'hôpital, les soins post-opératoires. C'était plus d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé devoir trouver. Pourtant,
Ethan la rassurait chaque nuit, lui frottant le dos lentement. Lui disant qu'ils y arriveraient d'une manière ou d'une autre. Puis est arrivée la catastrophe. C'était un mardi matin, ordinaire et sans particularité. Ethan l'a embrassé au revoir avant l'aube, son camion. Ronronnant doucement alors qu'ils s'éloignaient de leur complexe d'appartements. Marissa a rendormi un Ellie grognon. A préparé le petit déjeuner pour les filles et a emballé le déjeuner de Sarah. Quand le téléphone a sonné, elle s'attendait à ce que ce soit Ethan qui la prévienne. Peut-être plaisantant sur le trafic matinal sur l'I-40. Au lieu de cela, la voix d'un inconnu s'est présentée de la patrouille routière de l'État. Il y avait eu un accident. Un semi-remorque devant Ethan avait perdu le contrôle dans un virage mouillé. Ethan avait essayé de freiner, mais l'élan, la pluie, le poids de sa cargaison. Rien de tout cela n'avait pardonné. Son camion a roulé, le métal se tordant contre l'asphalte. La cabine a été écrasée avant que les équipes d'urgence ne puissent l'atteindre. Il est mort sur les lieux. Marissa n'a pas crié. Elle n'a pas laissé tomber le téléphone. Elle est simplement restée là, figée, avec Chloé qui tirait son pyjama, demandant des céréales. Et Ellie qui gémissait doucement dans son berceau. Le chagrin n'a pas frappé d'un seul coup. Il s'est infiltré lentement, comme un froid montant à travers les planchers. Elle a fait les gestes, identifiant le corps, signant des formulaires, appelant Dorothy. Organisant les funérailles qu'elle pouvait à peine se permettre. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Une caverne de peur, de chagrin et d'incertitude désespérée. Maintenant, elle était seule. Seule avec 5 enfants. Seule avec des factures médicales. Seule avec un bébé dont la vie dépendait d'une opération qu'elle n'avait aucune idée comment payer. La nuit, quand les enfants dormaient. Marissa s'enroulait autour d'Ellie et chuchotait des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Elle observait le va-et-vient de sa petite poitrine. Terrifiée par les moments où son souffle faiblissait. Son chagrin était entremêlé de terreur. Son deuil était éclipsé par la réalité brutale que la survie, la leur et la sienne, reposait maintenant entièrement sur ses épaules. La chaleur qui avait autrefois rempli leur maison s'est dissoute en quelque chose de plus froid. Plus aigu. Et l'espoir fragile qu'elle et Ethan avaient construit semblait s'être brisé du jour au lendemain. Les semaines qui ont suivi la mort d'Ethan se sont confondues en une longue période d'épuisement et de peur. Marissa traversait chaque jour avec la précision mécanique de quelqu'un de trop accablé pour penser. Mais trop responsable pour s'effondrer. Knoxville n'avait jamais semblé aussi impitoyable. Le loyer était dû chaque mois sans merci. Les frais de garde d'enfants ont doublé car personne n'était là pour aider. Et les médicaments d'Ellie, de petites bouteilles au nom long et effrayant, réduisaient son budget plus que l'épicerie. Chaque reçu devenait un rappel que la survie avait un prix qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle a développé une routine, non pas parce que cela rendait la vie plus facile, mais parce que c'était le seul moyen pour que quoi que ce soit fonctionne. Elle se réveillait avant l'aube pour nourrir les jumeaux. Elle habillait les filles. Conduisait Sarah à l'école en tenant une poussette d'une main et les mains de Maddie et Chloé de l'autre. Puis elle se dépêchait de rentrer à la maison pour nettoyer, apaiser. Compter les boîtes de lait maternisé et les couches comme quelqu'un qui rationne les dernières provisions dans une cave. La respiration d'Ellie était toujours le bruit de fond dans son esprit. Un rythme doux et irrégulier qui la maintenait éveillée même après que la maison soit devenue silencieuse. Sa poitrine travaillait trop dur pour quelqu'un d'aussi petit. Chaque allaitement ressemblait à un compte à rebours. Elle a postulé pour Medicaid du Tennessee, espérant que cela couvrirait davantage les visites des spécialistes d'Ellie. Elle a rempli des formulaires pour le SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Programme. A fait la queue pour le TNF, Temporary Assistance for Needy Family. A rencontré des travailleurs sociaux qui parlaient gentiment mais répétaient la même chose. Ces programmes peuvent aider, mais ils ne peuvent pas tout couvrir. La chirurgie restait incroyablement chère, une montagne qu'elle ne savait pas comment gravir. Une travailleuse sociale l'a encouragée à lancer une collecte de fonds. Alors, Marissa a créé une page de dons en ligne avec des mains tremblantes.
joignant une photo d'Ellie dormant sous une couverture tricotée. Elle a écrit une courte description car tout ce qui était plus long la faisait pleurer. Elle vérifiait la page chaque nuit. Certains jours il y avait $5, certains jours 10. Jamais assez. L'espoir n'a pas disparu soudainement. Il s'est érodé grain par grain. Des amis du collège communautaire ont envoyé des condoléances mais n'ont rien offert d'autre. Chacun avait ses propres factures, ses propres luttes. Dorothy a rendu visite une fois, assise raide à la table de la cuisine. Remarquant que les enfants étaient chers même dans les meilleures circonstances. Elle ne restait jamais longtemps. Elle n'a jamais tenu les jumeaux. La solitude de ces mois était un poids que Marissa portait partout. Elle a appris à rationner le temps de la même manière qu'elle rationnait le lait en poudre. Avec soin, avec parcimonie, sans aucune marge d'erreur. Elle lavait le linge à 2 heures du matin. Elle sautait des repas pour que les filles ne voient pas le garde-manger se vider. Elle achetait des couches dans le plus petit paquet, les étirant plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Chaque décision devenait un calcul, mais les pires moments arrivaient la nuit. Après que les enfants se soient enfin endormis, Sarah blottit dans sa cabane de couverture. Maddie et Chloé pressaient l'une contre l'autre comme des cuillères assorties. Noah droit dans son berceau, Ellie sur un oreiller compensé pour faciliter sa respiration. Marissa s'asseyait seule au bord de son lit. Elle regardait les factures impayées sur la commode, factures d'hôpital, frais de pharmacie. Un nouveau résumé de l'équipe de cardiologie pédiatrique estimant le coût de la chirurgie d'Ellie. Du voyage, du logement et des soins de suivi. Elle pliait les papiers soigneusement. Comme si l'ordre pouvait d'une manière ou d'une autre les rendre moins terrifiants. Puis elle pleurait doucement dans ses mains, jamais plus fort qu'un murmure. Parce que les enfants avaient besoin d'elle forte. Parce qu'il n'y avait personne pour la tenir pendant qu'elle s'effondrait, parce que demain. Elle devait se lever encore et encore et encore à la lumière du jour. Elle était une mère de 5 enfants tenant son monde ensemble avec des mains tremblantes. Une femme qui refusait de craquer parce que craquer n'était pas une option. Elle souriait à ses filles, cajolait les jumeaux. Faisait tout ce qu'elle pouvait pour que leur petit appartement soit sûr. Mais à l'intérieur, le désespoir devenait plus lourd, épais, suffocant, implacable. Marissa priait pour un miracle qu'elle ne croyait pas voir arriver. Et tandis que le battement de cœur d'Ellie flottait sous sa paume chaque nuit. Elle se demandait combien de temps elle pourrait maintenir l'espoir en vie alors que la réalité l'écrasait petit à petit. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. À un moment où le monde de Marissa semblait incroyablement petit. Ellie avait été grognon toute la matinée, sa respiration de nouveau irrégulière. Et les filles étaient agitées d'être coincées à l'intérieur. Elle se tenait au comptoir de la cuisine, triant une autre pile de factures. Quand son téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Madame Collins a demandé une voix d'homme quand elle a répondu. Mon nom est Benjamin Clark. Je suis avocat spécialisé dans les successions ici à Nashville. J'appelle concernant la succession de Zena Mayfield. Marissa a froncé les sourcils, incertaine d'avoir bien entendu. Le nom a remué quelque chose de faible dans sa mémoire. Une femme avec des cols en dentelle et des cheveux blancs clairsemés. Quelqu'un qu'elle avait rencontré une fois lors d'une lointaine réunion de famille. Une parente éloignée du côté de Dorothy, si elle se souvenait bien. Elle n'avait pas pensé à cette femme depuis des années. Je pense qu'il doit y avoir une erreur, a dit Marissa doucement, déplaçant Ellie dans ses bras. Je la connaissais à peine. C'est peut-être vrai, a répondu Monsieur Clark gentiment. Mais Madame Mayfield vous connaissait, et elle vous a nommé, vous et vos enfants. Dans son testament. La cuisine s'est estompée autour d'elle. Elle a pressé le téléphone plus fort contre son oreille, incertaine d'avoir de nouveaux malentendus. Dans son testament, a-t-elle répété. Oui, elle est décédée le mois dernier, et elle vous a laissé sa propriété à Red Hollow, Kentucky. Une maison familiale qui est dans la lignée Mayfield depuis des générations. Marissa s'est appuyée contre le comptoir pour se stabiliser. Red Hollow. Elle avait entendu Dorothy mentionner la ville de temps en temps en parlant de vieux parents qu'elle n'avait jamais visité. C'était rural, isolé, à des heures de Knoxville.
Et elle ne pouvait pas imaginer pourquoi quelqu'un lui laisserait une maison là-bas. Je ne comprends pas, a-t-elle chuchoté. Il y a aussi une lettre qui vous est adressée, a poursuivi l'avocat. Manuscrite, a-t-elle demandé, elle a demandé que nous la livrions personnellement. La pensée d'une lettre, d'un message de quelqu'un qui avait pensé à elle intentionnellement. Spécifiquement, lui a serré la gorge. Quand l'avocat a demandé s'il pouvait lui envoyer les documents scannés par email, elle a accepté. Doucement, toujours stupéfaite. L'email est arrivé quelques minutes plus tard. Marissa a ouvert le PDF sur son ordinateur portable fissuré. Faisant défiler le jargon juridique qu'elle comprenait à peine jusqu'à atteindre la section qui importait. Je lègue ma maison au 214 Willow Bend Road, Red Hollow, Kentucky, à ma petite nièce Marissa Collins, et à ses enfants. Son souffle s'est coupé. La maison n'était pas grande selon l'inventaire, mais elle était entièrement payée. Pas d'hypothèque, pas de privilège. Pas de taxes en suspens au-delà des paiements annuels de routine. Un endroit où elle pouvait vivre sans dépenser chaque sou. Au bas du document, une image scannée d'une enveloppe manuscrite est apparue, pour Marissa. À ouvrir avec espoir. Zena. Ses mains ont tremblé alors qu'elle cliquait sur la page suivante. L'écriture de Zena était soignée et bouclée. Le genre de script appartenant à quelqu'un qui écrivait encore des lettres au lieu de mais. Ma chère fille, je me souviens de toi quand tu étais petite, calme, sérieuse. Observant tout. J'ai vu la façon dont le monde te traitait. Et j'ai prié pour que quelqu'un te donne la sécurité que tu n'as jamais reçue. Si la vie a été dure. J'espère que cette maison pourra être ton début. Pas ta fin. Puisses-tu et tes petits trouver la paix ici. Zena Mayfield. Marissa s'est couverte la bouche. Des larmes ont glissé entre ses doigts avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le timing semblait impossible. Si précis, si immérité qu'elle ne savait pas si elle devait pleurer plus fort ou rire d'incrédulité. Une maison, un toit pour lequel elle n'aurait pas à payer de loyer. Un endroit pour respirer, pour se ressaisir, pour réessayer. Ce n'était pas Knoxville. Ce n'était pas pratique. Ce n'était même pas réaliste, mais c'était quelque chose. Et quelque chose, c'était plus que ce qu'elle avait eu depuis des mois. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, elle a étalé les documents sur sa table de cuisine. Les chiffres étaient laids, factures médicales, avis de loyer, solde des services publics. Relevés impayés. Puis, à côté d'eux, l'acte scanné d'une maison qu'elle ne s'attendait pas à hériter. Un miracle était arrivé exactement au moment où son monde s'effondrait. Elle n'a pas pris de décision dramatique. Il n'y a pas eu de déclaration triomphante. Au lieu de cela, elle a regardé les médicaments d'Ellie alignés sur le comptoir. Les visages fatigués de ses filles endormies sur le canapé. Le désespoir silencieux qui était devenu son compagnon constant. Et elle a compris. Ils déménageraient, non pas parce que c'était idéal, mais parce que c'était leur seule chance. Le trajet vers Red Hollow a semblé plus long que ce que la carte suggérait. Marissa a guidé le vieux monospace sur des routes sinueuses. À travers des kilomètres de forêts et de champs ouverts. Tandis que la pluie transformait les chemins de gravier en d'épaisses rubans de boue. Les enfants sont devenus agités, les jumeaux râlant dans leur siège auto. Les filles alternant entre curiosité et plainte. Au moment où les pneus ont finalement crissé sur Willow Bend Road. L'épuisement s'était profondément ancré dans les os de Marissa. Mais quand la maison est apparue, elle a inspiré brusquement. Elle était perchée sur une petite butte entourée de grands arbres. Leurs branches formant une canopée lâche qui filtrait la lumière déclinante. La peinture était patinée, les planches du porche inégales. Pourtant, la structure se dressait fièrement comme si elle contenait des décennies d'histoire entre ses murs. Une cheminée étroite s'étirait vers le haut comme une vieille colonne vertébrale. Et de larges fenêtres reflétaient le ciel gris et doux. C'était vieux, clairement vieux. Mais solide d'une manière qui murmurait l'endurance plutôt que la décomposition. Elle s'est garée à côté du porche, a détaché Ellie et Noah. Et a posé le pied sur les planches qui grinçaient avec un mélange d'espoir et de peur. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre,
là j'ai quelque chose d'autre, quelque chose de chaud. La maison avait été fermée pendant des mois, pourtant elle ne semblait pas abandonnée. Le salon était rempli de meubles anciens, une table en chêne sculptée. Un rocking chair poli par des années d'utilisation. Des linges brodés pliés soigneusement sur un coffre en bois. Des portraits de visages inconnus tapissaient les murs. Chacun appartenant à un chapitre de l'histoire de la famille Mayfield. Marissa a passé un doigt sur la cheminée. Les enfants, restez prêts, a-t-elle rappelé doucement, bien que les filles exploraient déjà. Leur voix résonnant dans le couloir. Elle est allée dans la cuisine, installant les jumeaux dans leur berceau portable. L'espace était charmant à l'ancienne, de larges comptoirs, des armoires profondes. Une cuisinière en fonte qui n'était plus utilisée. Et des étagères qui contenaient des assiettes dépareillées et des bocaux en verre. La poussière recouvrait tout. Mais en dessous se trouvait une certaine chaleur tranquille qui l'enveloppait comme une étreinte. Hésitante. Déterminée à rendre l'endroit habitable avant la tombée de la nuit. Marissa a pris un chiffon et a commencé à nettoyer. Alors qu'elle essuyait l'étagère supérieure d'une armoire en pin usé. Sa main a effleuré quelque chose de froid et de métallique. Un petit objet a glissé, une montre de poche en argent sterling. Elle l'a ramassé soigneusement, surprise par son poids. Le couvercle était lisse, gravé de délicates arabesques qui scintillaient sous la saleté. Quand elle a appuyé sur le fermoir, la montre s'est ouverte avec un doux clic. Révélant des aiguilles figées à une heure précise, et un cadran légèrement jauni par l'âge. Mais c'est la gravure à l'intérieur du couvercle qui lui a coupé le souffle. À mon sauveur, en éternelle gratitude. Les mots étaient élégants, délibérés, remplis d'un sens qu'elle ne comprenait pas. Qui l'avait offerte? Qui l'avait reçue? Et pourquoi avait-elle été rangée si soigneusement? L'argent brillait même dans la pénombre, et Marissa a ressenti une traction dans sa poitrine. Quelque chose d'aussi vieux et finement ouvragé devait valoir de l'argent. Peut-être beaucoup d'argent. Assez pour couvrir une partie de la chirurgie d'Ellie. Assez pour leur donner une chance. Pendant un instant, l'espoir a surgi, mais elle l'a refoulé. Elle ne connaissait rien aux antiquités. Elle ne connaissait pas sa valeur, ni si le vendre était la bonne chose à faire. Mais la pensée s'est logée dans son esprit, têtue et brillante. Tandis qu'elle se tenait là, tournant la montre dans ses mains. Un léger frisson lui a parcouru l'échine. L'air semblait différent, chargé, comme si quelqu'un venait de traverser la pièce. Marissa a jeté un coup d'œil derrière elle. Rien. Pourtant, Ellie, allongée dans son berceau, fixait intensément le coin le plus éloigné de la cuisine. Sa petite poitrine montant et descendant en respiration lente et régulière. Noah faisait de même, leurs petits yeux fixés sur un endroit où rien de visible ne se tenait. Marissa a dégluti, soudainement consciente du silence de la maison, de son âge. Des générations qui avaient vécu et étaient mortes entre ces murs. Mais la sensation n'était pas effrayante, juste étrange. Comme le murmure d'une présence trop douce pour déranger, elle a expiré lentement. Caressant à nouveau l'inscription du pouce. Cette maison lui avait été confiée. Cette montre avait été laissée derrière, et quelque part sous la poussière et le silence. Elle sentait une histoire qui attendait d'être découverte. La maison était silencieuse quand les coups ont commencé. Marissa s'est réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle se redressait sur le vieux canapé où elle s'était finalement assoupie. La pièce était sombre. À l'exception de la faible lueur de la lune filtrant à travers les rideaux de dentelle. Elle a écouté, le souffle coupé. Une deuxième série de coups a résonné dans la maison, fort, insistant, presque désespéré. Pendant un instant, la peur l'a immobilisé. Ils étaient à des kilomètres de la ville, entourés de forêts et de champs vides. Sans voisins à proximité, aucune raison pour que quelqu'un vienne si tard. Mais ensuite, elle n'a rien entendu, aucun mouvement de la chambre des enfants, aucun cri surpris. Aucun déplacement des jumeaux. Ils dormaient aussi paisiblement que si la maison avait été silencieuse tout ce temps. Marissa s'est levée lentement. Serrant son pull alors qu'elle traversait les planchers qui grinçaient. Les coups sont revenus, plus doux cette fois.
Comme si celui qui se tenait dehors était fatigué ou patient. Sa main a tremblé quand elle a déverrouillé la porte. Quand elle l'a ouverte, l'air froid de la nuit s'est engouffré. Ainsi que la vue d'un vieil homme debout sur le porche. Il était mince, presque fragile, avec une posture adoucie par le temps. Ses cheveux gris pendaient en mèche sous un chapeau usé. Et de profondes rides traçaient son visage comme des rivières gravées par des décennies de météo. Mais ses yeux clairs, stables, étrangement familiers, ont rencontré les siens avec chaleur plutôt que menace. « Bonsoir, mademoiselle Collins », a-t-il dit gentiment. Comme s'il saluait quelqu'un qu'il connaissait depuis des années. « J'espère que je ne vous ai pas effrayé. » Marissa a dégluti. « Je suis désolé, mais est-ce que je vous connais ?» Le vieil homme a souri lentement, un sourire doux qui a adouci tous les bords de son visage. « Je m'appelle Isaiah Mayfield », a-t-il dit. C'était la maison de ma famille bien avant que votre grand-tante Zena ne s'en occupe. Je me suis dit que je passerais voir comment vous et les petits vous installiez. Isaiah Mayfield. Le nom l'a frappé comme un coup doux. C'était un nom qu'elle reconnaissait dans l'album photo à l'étage. La photographie sépia étiquetée Isaiah Mayfield, 1973. Un homme dont les yeux ressemblaient étrangement à celui qui la regardait maintenant. Mais c'était impossible. La photo datait de plusieurs décennies. Dorothy avait mentionné qu'il était parti depuis très longtemps. Pourtant, l'homme sur son porche était solide et respirait, saupoudré de clair de lune. Attendant patiemment qu'elle l'invite à entrer. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, Marissa s'est écartée. « Entrez », a-t-elle chuchoté. Isaiah a enlevé son chapeau, essuyant ses bottes poliment avant de franchir le seuil. Au moment où il est entré, la maison a semblé plus chaude, comme si elle le reconnaissait. Il a regardé autour de lui avec une familiarité affectueuse. « Zena a très bien pris soin de cet endroit », a-t-il dit. Elle avait un cœur tendre. Même si elle ne le montrait pas beaucoup. Dommage qu'elle n'ait pas pu te voir grandir. Marissa a fait signe vers la cuisine. Voudriez-vous du thé? Je serais très reconnaissant, a-t-il dit, s'installant sur une chaise à la vieille table en bois. Elle a fait bouillir de l'eau sur la cuisinière pendant qu'il regardait avec un intérêt tranquille. Ses mains reposant soigneusement sur ses genoux. Quand elle a placé le thé devant lui. Il a enroulé ses doigts autour de la tasse comme quelqu'un qui savoure un souvenir. « Vous avez trouvé la montre, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. Marissa a figé. « Oui, je l'ai fait. » Isaiah a hoché la tête, son regard doux. Cette pièce d'argent a parcouru un long chemin. Elle appartenait à un homme qui a failli perdre sa petite fille dans le courant de la rivière en 49. Je l'ai sortie juste à temps. Et son père m'a donné cette montre les larmes aux yeux. Il a dit que c'était pour un sauveur. Mais je ne me suis jamais considéré comme tel. Il a ri doucement, regardant la table. Le fait est, a-t-il poursuivi. Des choses comme ça ne restent pas avec nous pour toujours. Elles vont là où elles sont nécessaires. Cette montre n'était pas destinée à prendre la poussière dans un tiroir. Elle était destinée à sauver une autre vie innocente un jour. Marissa a senti sa gorge se serrer. Elle n'a rien dit, craignant que sa voix ne brise le calme fragile qui remplissait la pièce. Isaiah a continué à raconter des histoires de la famille Mayfield. De récoltes de maïs et de tempêtes hivernales. De mariages dans le jardin et de rires résonnant à travers ces mêmes murs. Ces mots coulaient comme du miel chaud, l'apaisant d'une manière qu'elle n'avait jamais attendue. L'horloge murale tic-taquait doucement, la maison se calmant autour d'eux. Quelque part entre les contes de la vieille Red Hollow et le doux murmure de la voix d'Isaiah. Les paupières de Marissa sont devenues lourdes. L'épuisement des mois passés l'a enveloppée, douce et irrésistible. Elle a senti la chaise sous elle, la chaleur de la pièce. Le confort d'être abordée avec gentillesse. Sa tête s'est affaissée, sa respiration a ralenti. La dernière chose qu'elle a entendue, c'est Isaiah qui murmurait « Reposez-vous. Mademoiselle Collins. Vous êtes en sécurité ici. » Quand elle s'est finalement endormie, ce fut avec un étrange sentiment de paix.
Un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La lumière du soleil filtrait déjà à travers les rideaux quand Marissa s'est réveillée. La nuque raide d'avoir dormi assise à la table de la cuisine. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. La pièce semblait étrangement chaude, presque réconfortée. Comme si quelqu'un avait glissé une couverture sur toute la maison pendant qu'elle dormait. Puis elle s'est souvenue des coups, de l'homme, de la voix, des histoires. Elle s'est assise brusquement, la respiration courte, les yeux dartant vers la chaise d'en face. Vide. Une seule tasse de thé était là, la sienne à moitié finie, refroidissant dans l'air du matin. En face, la deuxième tasse était restée exactement là où elle l'avait posée la nuit dernière. La vapeur avait disparu depuis longtemps, mais la tasse elle-même n'avait jamais été touchée. Ni même déplacée d'un pouce. Le pouls de Marissa s'est accéléré. Avait-elle imaginé tout cela? L'épuisement avait-il créé une conversation entière? Elle s'est levée lentement, écoutant les enfants. Les filles dormaient encore dans leur chambre partagée. Les jumeaux respiraient doucement, sans être dérangés. La maison était parfaitement calme, normale d'une manière qui rendait la nuit dernière irréelle. Mais elle avait besoin de voir par elle-même. Marissa est sortie sur le porche. L'air frais du matin lui a caressé le visage, et l'odeur de terre humide a rempli ses poumons. La pluie avait ramolli la route de terre en une boue sombre et épaisse. Ses yeux ont balayé le chemin des marches d'entrée jusqu'au virage des arbres. Pas d'empreinte de pas, pas de traces de pneus. Aucun signe que quiconque se soit approché de la maison. Un frisson lui a parcouru l'échine. Elle est rentrée à l'intérieur, fermant la porte soigneusement, le vieux loquet s'enclenchant. La logique luttait contre la mémoire. Sa voix douce, la façon dont il parlait de la maison, de la montre, de la famille. Elle pouvait encore se rappeler le bruit de sa chaise raclant doucement le sol. Mais les preuves disaient le contraire, poussée par un besoin de quelque chose, n'importe quoi. Pour donner un sens à la nuit, Marissa a monté l'escalier étroit jusqu'au grenier. L'air est devenu plus frais en atteignant le sommet. Des moutons de poussière tourbillonnaient à travers les rayons de soleil comme de minuscules étoiles. Dérivantes. Des boîtes tapissaient les murs, chacune étiquetée d'une écriture soignée. Elle s'est agenouillée devant la plus grande. Photo de famille Mayfield. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'albums, leur couverture en cuir craquelée par l'âge. Elle a soulevé le premier doucement, puis l'a ouvert sur ses genoux. De vieilles photographies remplissaient les pages. Portraits sépia d'hommes sévères et de femmes au visage doux. Instantanés en noir et blanc de travailleurs agricoles, de rives de rivières. De rassemblements d'églises. Elle a tourné lentement, ses doigts traçant les bords recourbés. À mi-chemin du deuxième album, sa main s'est figée. Il était là, une photographie étiquetée à l'encre décolorée, Isaiah Mayfield, 1973. L'homme sur la photo était reconnaissable entre mille, silhouette frêle, yeux gentils. Cette même douce chaleur dans son expression. Les mêmes traits qu'elle avait vus assis à sa table de cuisine quelques heures plus tôt. Le souffle de Marissa s'est coupé. Son cœur battait avec un mélange d'admiration et de quelque chose proche de la peur. Mais pas de peur de lui. Peur de ce que cela signifiait. Elle a fermé l'album lentement, ses doigts tremblants. Un coup a surpris. Cette fois, c'était doux, poli, rien à voir avec les coups insistants de la nuit précédente. Marissa a dévalé les escaliers et a ouvert la porte pour trouver une femme d'une soixantaine d'années debout sur le porche, tenant une tarte fraîchement cuite. « Bonjour », a dit la femme chaleureusement. « Vous devez être Marissa. Je suis Evelyn Carter, votre voisine d'en bas. » Marissa a réussi à sourire, toujours sous le choc. « Bonjour, oui, je suis Marissa. Je me suis dit que je vous apporterais une petite gâterie de bienvenue en ville. » A dit Madame Carter en lui tendant la tarte. « J'ai vu le camion de déménagement hier. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de cuisiner. » Ses yeux se sont adoucis en regardant au-delà de Marissa dans la maison. « Cet endroit a beaucoup d'histoire, » a-t-elle ajouté. Surtout la famille Mayfield. Dommage que cette vieille montre en argent ait disparu après le décès de Zena. Les gens en parlent encore.
La prise de Marissa s'est resserrée autour du plat à tarte. La montre, a-t-elle demandé prudemment. Oh oui, a hoché la tête Madame Carter. La montre d'Isaiah. Une belle pièce. Il l'a eue dans les années 40 après avoir sauvé la fille de ce propriétaire terrien. Quelle histoire! Elle a ri. Mais bien sûr. Isaiah est parti depuis des décennies maintenant. J'étais juste une fille quand il est décédé. Marissa a senti le sol s'incliner sous elle. Des décennies. Parti depuis des décennies. Pourtant, elle lui avait parlé hier soir. Madame Carter a bavardé un peu plus longtemps avant de rentrer chez elle. Inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée dans l'esprit de Marissa. Quand la porte s'est fermée, Marissa s'est appuyée contre elle, serrant la tarte. Le cœur battant doucement. Elle a pensé au thé intact, à la route sans trace. À la photo dans l'album et à la montre en argent attendant dans le tiroir de la cuisine. Elle lui était venue pour une raison, tout comme lui. Madame Carter est revenue l'après-midi suivant avec un panier de confiture et la chaleur facile de quelqu'un qui avait passé toute sa vie dans une ville où les voisins comptent. Marissa l'a invitée à l'intérieur. Toujours incertaine de ce qu'elle devait partager de la nuit précédente. Cela semblait trop délicat, trop surnaturel pour être dit à voix haute pour le moment. Mais alors qu'elle s'installait à la table de la cuisine, le soleil inondant le bois usé. Madame Carter a commencé à parler des Mayfield sans qu'on lui demande. De leur longue histoire à Red Hollow, de leur générosité, de leur trait têtu. De leur tragédie et de leur triomphe. Sa voix portait la douce cadence des récits transmis de génération en génération. Vous savez, a dit Madame Carter, tendant la main vers sa tasse. Il y a quelques légendes autour de cette maison, surtout à propos d'Isaiah. Le pouls de Marissa a bondi. Des légendes. Oh, oui. La vieille femme a ri. Les gens d'ici disent qu'il n'a jamais vraiment cessé de veiller sur la famille. Une âme charitable, cet homme n'a jamais voulu que quelqu'un se sente en insécurité sous ce toit. Marissa l'a regardé, le souffle coupé. Je crois que j'ai peut-être ressenti cela, a-t-elle chuchoté. Madame Carter a souri avec intelligence. Puis a fouillé dans son sac fourre-tout et en a sorti un vieux découpage d'un bulletin historique. Local. Je me suis dit que vous voudriez cette histoire à propos de sa montre en argent. Les mots montre en argent ont semblé remplir la pièce. Marissa a déplié le papier soigneusement. L'article décrivait un incident des années 1940. La fille d'un riche propriétaire foncier tombant dans la rivière lors d'un pique-nique d'été. Isaiah plongeant après elle sans hésitation, perdant presque sa propre vie dans le courant. Le père, submergé de gratitude, lui a offert une montre de poche en argent sterling fabriquée à la main. Gravée de la même inscription que Marissa avait vue, à mon sauveur, en éternelle gratitude. C'était inestimable même à l'époque, a dit Madame Carter doucement. Pas seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Une pièce comme ça, en argent sterling. Avec une gravure personnalisée, un savoir-faire de cette époque. Ça vaut une petite fortune aujourd'hui, peut-être plus. La voix de Marissa a tremblé. Plus? Combien plus? Eh bien, a dit Madame Carter, se penchant en arrière pensivement. Un antiquaire sérieux, un qui comprend ce qu'est cette montre. Pourrait payer assez pour envoyer un enfant à l'université ou couvrir quelque chose d'important. Quelque chose d'important. La chirurgie d'Ellie. La pièce s'est soudainement mise au point. Les factures sur lesquelles elle avait agonisé. Les nuits où elle avait pleuré doucement pour que les enfants n'entendent pas. Le désespoir qu'il avait enseveli pendant des mois. Tout cela a été confronté à une vérité, la montre était le miracle. Isaiah était venu non pas pour l'effrayer, ni même pour la réconforter. Mais pour la guider vers la chose même qu'il avait autrefois promise, un salut. Marissa a exhalé un long et tremblant souffle qu'elle avait retenu en elle trop longtemps. Madame Carter a traversé la table et lui a touché la main. Parfois, ma chère, les choses trouvent leur chemin vers les personnes qui en ont le plus besoin. Quand la vieille femme est partie, Marissa s'est tenue au centre de la cuisine. Écoutant le doux murmure de la maison.
La montre gisait dans le tiroir à côté d'elle, enveloppée doucement dans un chiffon, attendant. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la terre scintillait sous le soleil de l'après-midi, les arbres se balançaient doucement. Le porche projetait sa longue ombre sur la cour. Cet endroit lui avait été confié. Non seulement la maison, mais ses souvenirs, ses histoires, ses gardiens. Merci, a-t-elle chuchoté, incertaine de parler au mur. À la terre ou à l'esprit de l'homme qui avait sauvé une petite fille tant de décennies auparavant. Elle a récupéré la montre, la tenant avec soin, avec révérence. Elle brillait comme si elle avait été polie par des mains invisibles. Elle a tracé l'inscription avec son pouce et a senti quelque chose changer en elle. Quelque chose de chaud, de stable, de doucement féroce. L'espoir. Pas l'espoir désespéré et fragile auquel elle s'était accrochée à Knoxville, mais un plus profond. Un vrai. Elle savait ce qu'elle devait faire. Demain, elle contacterait un expert en antiquité à Louisville. Un marchand réputé spécialisé dans les objets de famille ayant une valeur historique significative. Elle prendrait la montre, obtiendrait les fonds et planifierait la chirurgie d'Ellie. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne semblait pas impossible. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Marissa est sortie sur le porche. La lune était basse entre les arbres, argentée et douce. Elle a senti une présence, non effrayante, même pas visible, mais rassurante. Comme si quelqu'un se tenait tranquillement à proximité. « Merci, Isaiah » a-t-elle chuchoté dans l'air frais. Aucun vent n'a répondu. Aucune voix n'a répliqué, mais la maison a semblé se calmer autour d'elle, paisible et protectrice. Comme si elle reconnaissait sa gratitude. La fin n'était pas la victoire, pas encore, mais c'était l'espoir, calme, stable. Et finalement à portée de main. Et pour la première fois depuis des années. Marissa s'est autorisée à croire que demain pourrait être meilleur qu'hier.